C'est la fin d'une nuit interminable. L'épilogue de la dérive meurtrière d'un gamin de banlieue qui aura tué 7 personnes. Il est mort comme il l'avait annoncé, les armes à la main, face aux hommes du raid. Mohamed Merah, 23 ans, un fou de Dieu aux multiples visages. Il y a moins de 48 heures, la France découvrait ce terroriste, né à Toulouse. Quelle est sa vraie personnalité ? Était-il ce garçon calme et souriant décrit par ses amis d'enfance ? Ou bien cet être dangereux, redouté par les habitants de son quartier ? Il a lynché ma fille et il frappait qu'au visage. Il lui a fait un traumatisme crânien, traumatisme facial. Il lui a fendu la lèvre, des hématomes plein la poitrine. Mohamed Merah était-il, comme il le prétendait, un djihadiste solitaire ? Existe-t-il un foyer d'islamistes à Toulouse ? Nous avons rencontré le père d'un autre jeune musulman radical de cette ville. On ne peut pas raisonner un fils qui est endoctriné dans une mouvance extrémiste. Fiché par les services de renseignement, comment Mohamed Merah était-il surveillé ? Aurait-il pu être identifié et surtout arrêté plus tôt ? C'est à partir du moment où nous avons eu des indices crédibles de sa culpabilité que l'opération a été déclenchée. Enquête sur Mohamed Merah, cet homme de 23 ans qui se revendiquait d'Al-Qaïda. La seule personne à avoir entendu sa voix avant les policiers, c'est Eba Kalondo. Avant-hier, à 1h du matin, cette journaliste de France 24 reçoit un mystérieux coup de téléphone. Au bout du fil, un homme qui revendique les meurtres de Montauban et de Toulouse. Je lui demandais son identité et encore très poliment, il disait « je ne peux pas me prononcer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes un groupe allié à Al-Qaïda. » Il disait « n'importe qui ose tenir le tenue de l'armée française pour tuer nos frères en Afghanistan mérite de ce sort. » Il était très cohérent, très prudent, très déterminé de faire passer son message. C'était quelqu'un qui voulait être entendu, très convaincu que ce qu'il a fait, ce qu'il a eu lieu, était nécessaire pour la dignité des musulmans. Cet homme, calme et déterminé, c'est Mohamed Merah, 23 ans, un Français d'origine algérienne. Né à Toulouse, il a grandi dans la cité des Izards, dans une famille de 5 enfants. Ses parents ont divorcé, son père est décédé. Mohamed, encore mineur, tombe dans la petite délinquance. Vol, parfois avec violence, dégradation, conduite sans permis, 15 condamnations. Quand son avocat le défend pour la première fois, Mohamed n'a que 16 ans. Le père n'a pas existé, n'a pas exercé d'autorité et la mère était totalement dépassée. Une sœur aînée qui s'occupait énormément de lui, qui était très proche, mais qui était désespérée de voir qu'elle n'exerçait pas d'influence positive sur lui par rapport au chapardage et au vol qu'il pouvait commettre et à cette persistance dans des comportements délictueux, mais qui ne présentait pas quand même quelque chose de terriblement inquiétant. Entre 18 et 22 ans, Mohamed passe près de 2 ans en prison, d'abord à la maison d'arrêt de Cesse, près de Toulouse, puis dans un petit établissement de la région, réservé aux détenus modèles. Il n'est encore qu'un délinquant de droit commun. Rien ne permet de penser, quand on voit ce visage d'une grande douceur, et qui permet de dire, oui, il a un visage d'ange, rien ne permet de penser qu'on a affaire à quelqu'un qui est animé par une violence interne, qui pourrait l'amener et le conduire à commettre les actes qu'on lui reproche maintenant. Entre ces périodes d'incarcération, il tente de s'enrôler dans l'armée. À 2 reprises et dans des conditions qui restent mystérieuses. Le ministère de la Défense à Paris. C'est ici que l'armée conserve tous les dossiers des candidats. Celui de Mohamed a finalement été rejeté à cause de son casier judiciaire. En janvier 2008, il s'est présenté au Centre d'information et de recrutement des forces armées de Lille, où il a entamé une procédure de candidature pour s'engager dans l'armée de terre.
Les sélectionneurs ont estimé à l'époque que c'était un candidat qui rentrait tout à fait dans la norme et qui, sur le plan sportif, était quelqu'un qui présentait plutôt des atouts en termes d'entraînement sportif qui étaient très corrects, voire même un peu au-dessus de la moyenne. À Lille, Mohamed Merah s'est présenté à plusieurs entretiens comme celui-ci. La phase de recrutement dure en général 6 mois. Au bout d'1 mois et demi après le début de sa candidature, on a su qu'il avait un antécédent judiciaire et ils ont été jugés comme ne pouvant pas être compatibles avec le service des armes. Et à ce moment-là, l'autorité militaire a mis fin à sa demande de candidature. Mais il reste des zones d'ombre sur les motivations de Mohamed Merah. Pour quelles raisons a-t-il voulu intégrer l'armée? Pourquoi s'est-il déplacé jusqu'à Lille alors qu'il habite Toulouse? 2 ans après son échec pour intégrer l'armée de terre, Mohamed Merah va tenter sa chance à nouveau, cette fois à la Légion étrangère. Il sait probablement que son passé judiciaire lui posera moins de problèmes. Vous voulez rentrer à la Légion étrangère? Yes. Vous avez un passeport? Vous êtes de quelle nationalité? En juillet 2010, il s'est présenté au point d'information Légion de la Légion étrangère de Toulouse. Il a dû s'y présenter dans l'après-midi puisque la Légion l'a gardé le soir pour dîner et il a couché sur place. Mais le lendemain matin, quand il s'est levé, il a quitté le centre et il n'a même pas procédé aux premiers entretiens ou aux premiers tests de sélection. La raison pour laquelle Mohamed Merah ne souhaite plus s'engager dans la Légion est pour l'instant inexplicable. S'est-il radicalisé suite à ses échecs? Le jeune homme reste fasciné par la guerre et les armes. Dans la cité des Isards, il dévoile un autre aspect de sa personnalité. Une voisine témoigne de sa violence et de sa dérive islamiste. Fin juin 2010, Mohamed Merah a pris mon fils. L'a mis dans son véhicule en lui prétextant une excuse toute bête, en lui mettant un CD dans sa voiture. Et il passait en boucle des chants religieux. Là, mon fils, par contre, il a paniqué, il a eu peur, il a voulu sauter du véhicule, mais Mohamed Merah l'en a empêché. Par la suite, il lui parlait de terrorisme, tout ce qui a rapport avec les Afghans, les combats, etc. Il y a montré des vidéos. Dans ces vidéos, on avait 7 femmes qui étaient allongées sur le sol, le nez à terre, où là, il attrapait les têtes des dames par les cheveux et leur mettait une balle dans la tempe. Mon fils a vu ces scènes-là. Il a demandé à Mohamed Merah éteins, je ne peux pas regarder ça. Mohamed Merah lui a insisté en lui disant « tu regardes et tu te tais ». Au jour d'aujourd'hui, mon fils est toujours traumatisé. Le lendemain, ses autres enfants interpellent Merah à propos de l'agression de leur frère. Il s'en prend à sa fille de 19 ans. Le lendemain, mes enfants sont descendus pour défendre leur frère. Il a lynché ma fille. Il avait un briquet dans la paume de sa main. Et il a frappé à 3 percutes et il frappait qu'au visage. Il lui a fait un traumatisme crânien, traumatisme facial. Il lui a fendu la lèvre, des hématomes plein la poitrine. Elle était ésanglotée, ma fille, de sang. Il lui a déchiré sa robe. Ma fille s'est retrouvée en petite tenue, sur la voie publique, devant témoins et à la vue de tout le monde. Une violence, une radicalisation qui s'accentue lors de voyages en Afghanistan et au Pakistan. Il y a séjourné. Il est apparu qu'il avait effectué 2 séjours. D'abord un séjour en Afghanistan, où il était allé sans emprunter les filières connues des services spécialisés français et étrangers, ce qui signifie en clair qu'il y était allé par ses propres moyens et sans passer par les facilitateurs qui sont ciblés par les services spécialisés et sans passer par les pays habituellement surveillés. Il part pour épouser une jeune femme pakistanaise. Mais ce premier voyage dans la région ne va pas se dérouler comme prévu. Nous sommes en 2010, quelques mois seulement après la sortie de prison de Mohamed Merah. Dès son arrivée, il est interpellé par la police lors d'un contrôle routier inopiné. Il est remis aux Américains et renvoyé directement en France.
Mais il va y retourner. Deuxième séjour, en août 2011. Il aurait affirmé aux négociateurs du raid avoir été formé au Waziristan, une région montagneuse et reculée du nord du Pakistan. Une base historique des talibans, le lieu où sont implantés de nombreux camps de formation de terroristes. Nous avions filmé ces combattants de l'islam en 2008. L'un d'entre eux nous adressait alors une mise en garde. Je dois vous dire que c'est vraiment dangereux pour vous, vu le pays d'où vous venez. La France est sur la liste noire ici, juste après les États-Unis. Quel est le nom de votre président? Et avant, c'était qui? Donc c'est très dangereux. Il vaut mieux que vous portiez un turban pour avoir l'air d'un Pashtun. Les zones s'entraînent à manier des armes, des explosifs. Certains, les yeux bandés. C'est auprès de ce genre de militants que Mohamed Merah aurait appris la haine de son pays. Ici, les recrues sont nourries de propagande anti-occidentale. Des démonstrations de force qu'ils mettent en scène dans leurs vidéos. Deux mois après son arrivée, Mohamed Merah contracte une hépatite A. Il rentre à Toulouse. Il y retrouve son frère aîné, Abdelkader, 29 ans. L'homme a été arrêté hier matin à son domicile. Dans sa maison, les policiers ont découvert des explosifs. Pour ses convictions radicales, Abdelkader Merah était fiché à la Direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI. Ce journaliste de la presse locale connaît le personnage, un militant très actif. Lui, c'est peut-être plus le genre de personnage à faire du prosélytisme. Voilà, il a cette étiquette de chef religieux. C'est quelqu'un qui collectionne les bouquins sur l'islam, les recueils. C'est un salafiste. Ouais, il est apparenté salafiste. Ouais. Il est apparenté salafiste, il est assidu de la mosquée, il est très proche de tous ces milieux-là. Voilà, là, mais il n'a pas cette étiquette violente que son frère peut avoir. Abdelkader aurait notamment effectué des voyages réguliers en Égypte, où il fréquente des écoles coraniques. Il est aujourd'hui soupçonné d'être à la tête d'un groupe, à Toulouse, qui aurait facilité le passage à l'acte de son frère. Comment Mohamed, un enfant des quartiers de Toulouse, est-il devenu un tueur d'une froideur terrifiante? À 18 ans, le jeune homme tente pourtant de se former, de travailler. De 2006 à 2008, il suit une formation d'apprenti dans ce centre près de Toulouse. On a une information qui nous dit que Mohamed Merah a passé quelques temps ici et voilà, on voudrait en parler avec vous. Et... Voilà. Hier, c'était la journée portes ouvertes. J'ai des ordres, vous comprenez que l'actualité, les services m'interdisent de dire quoi que ce soit. On se revoit tranquillement demain matin à ce moment-là. Mais la directrice avait des consignes pour ne pas parler du parcours de son ancien élève. Mohamed Merah a connu une scolarité en pointillé. Comme apprenti, il se forme au métier de carrossier. Il travaille quelques mois ici. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron? Oui, dans ce garage, le patron est l'une de ses connaissances. Il y a une descente de police ce matin. Un morceau comme les autres. Ouais. Après, chacun son. Quand Mohamed Merah a-t-il basculé? Difficile de le dire. Mais le jeune homme va commettre ses crimes après s'être méticuleusement préparé. Il frappe tous les 4 jours et à des dates singulières dans la logique d'Al-Qaïda. Sur la date symbolique, je crois que le choix de la première date n'est pas anodin. Le 11 mars rappelle le 11 mars 2004 des attentats de Madrid. Le 19 mars non plus n'est pas une date banale, anodine, puisqu'elle correspond à la fin de la guerre d'Algérie, aux accords d'Évian. Et donc il y a un aspect symbolique dans cet aspect temporel. Il choisit les dates et aussi les cibles. Le 11 mars, la première est un militaire, Imad Benziaten, 30 ans,
abattu d'une balle en pleine tête près de ce gymnase. Nous avons rencontré une amie de la victime. Alors j'ai quelques photos qui ont été conservées, une fois en tenue, avec des cheveux. Elle garde de lui le souvenir d'un garçon rieur et généreux. Ces derniers moments, ça aurait été quelqu'un qui lui tire dessus et tout seul au gymnase, sans sa famille, sans personne. Donc c'est douloureux. La dernière fois qu'Imad est venu ici, c'était pour aider Yasmina à installer le lit de son futur bébé. Il l'a monté puisque apparemment j'étais nulle et que je l'avais monté tout à l'envers. Comme son amie assassinée, Yasmina est de confession musulmane. L'islam, c'est on protège la famille, on respecte la vie et on ne touche pas aux enfants. C'est sacré. Qu'il ait fait ça, pour moi, c'est pas musulman. Les musulmans, et notamment ceux qui combattent dans l'armée française, Mohamed Merah en fait une obsession. Dans la logique des djihadistes et d'Al-Qaïda, ce sont les pires des traîtres. Le 15 mars, à Montauban, le tueur s'en prend encore une fois à des militaires. Ils sont 3, parachutistes, devant un distributeur de billets. Abel Chenouf, 25 ans, Mohamed Le Gouad, 23 ans, tous deux exécutés. Loïc Libert, 28 ans, grièvement blessé. Un scooter pour fuir et une arme de professionnel, un pistolet 11-43. Mohamed Merah a une logistique. Dans cette voiture, dont il indique lui-même l'emplacement aux policiers, il y a un arsenal. Un revolver, un fusil à pompe, un Uzi. Le jeune délinquant des quartiers s'est transformé en assassin cruel. Il dispose de moyens financiers. Un parcours qui suscite les interrogations de la justice. Il va falloir creuser effectivement le mode de vie parce qu'il affiche des ressources qui sont plutôt modestes, qui sont plutôt du niveau du RSA, qui arrivent quand même à louer des véhicules automobiles au mois et qui visiblement a plusieurs points de chute en termes de logement. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'on ait pu localiser sa présence effective dans un logement effectivement mardi après-midi. Alors avec un tel niveau de préparation, pourquoi n'a-t-il pas été repéré ni arrêté plus tôt ? Cette question hante les familles de la communauté juive de Toulouse depuis la tuerie de l'école Ozara Torah lundi matin. C'est la 3e expédition meurtrière. Le tueur abat de sang-froid et à bout touchant un professeur et 3 enfants de 4, 5 et 8 ans. J'ai vu, oui, c'est qu'il avait été au Pakistan, en Afghanistan aussi, qu'il avait quand même des attaches assez pointues à ce sujet là-bas. C'est vrai, peut-être qu'on aurait pu faire un petit peu plus attention et être un petit peu plus sur nos gardes. C'est dommage qu'il faille attendre qu'il y ait un peu plus de morts en fait pour agir un peu plus profondément, quoi. Dans le quartier des Izards, Fatima, dont le fils a été séquestré par Mohamed Merah, est en colère. Il y a 2 ans, elle a porté plainte contre lui pour coups et blessures. Nous avons porté plainte. Quand je passais, il mettait son doigt sur sa gorge. Il me dit, toi, voilà, on va t'égorger. T'étais avec les Français, t'es avec la République française. Pourquoi t'es allé porter plainte? La police est au courant de tout ça. Et ils n'ont rien fait. Avec tout ce qu'on a dit, avec tout ce qu'on a fait, Mohamed Merah n'a pas été interpellé. Mohamed Merah faisait pourtant l'objet d'une surveillance de la Direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI. Il l'avait même convoqué il y a 4 mois pour l'entendre sur ses séjours à l'étranger. Il avait expliqué qu'il s'agissait de voyages touristiques. En France, vous n'arrêtez pas quelqu'un simplement parce qu'il professe des idées. C'est à partir du moment où nous avons eu des indices crédibles de sa culpabilité que l'opération a été déclenchée. Oh, regardez ça! Comment la dérive de ce gamin des cités a-t-elle pu échapper à la vigilance des autorités? Est-ce le mode opératoire de ce terroriste qui a brouillé les pistes?
Il y a des éléments qui relèvent plutôt de l'ancien profil que l'on connaissait, traditionnel, de la personne qui va faire le voyage en Afghanistan, qui va connaître les camps d'entraînement, qui va revenir avec des revendications tout à fait traditionnelles. Et puis en même temps, on a ce nouveau terrorisme avec un terroriste solitaire qui va planifier, qui va décider des cibles, planifier, exécuter tout cela toute seule, bien sûr avec probablement quelques adjuvants par-ci par-là, mais sur le fond de la question, sur l'action elle-même, il est un terroriste solitaire dans l'individualisation du terrorisme. Mais quand le nom de Mohamed Merah apparaît-il dans les investigations? Pas au moment de l'enquête sur le meurtre de la première victime. Imad Ben Ziaten a passé une annonce sur Internet pour vendre sa moto. Mohamed Merah y répond et lui donne rendez-vous. Arrivé sur place, il le tue. La police privilégie alors la piste du règlement de compte. Elle attendra 4 jours avant d'explorer une autre voie, celle des adresses IP des ordinateurs des particuliers qui ont lu l'annonce sur le site. Il y en a 575. Après la deuxième vague de meurtres, cette liste se rétrécit. Une dizaine de noms apparaît. Parmi ces noms, un nom a attiré plus particulièrement l'attention des services de police, celui d'une Madame Aziri. Madame Aziri qui est en effet mère de 2 garçons qui sont connus des services spécialisés, 2 frères. Le premier est prénommé Abdelkader, 29 ans, qui était apparu en 2007 comme étant impliqué, il avait été inquiété mais non mis en examen ni poursuivi, impliqué dans une filière d'acheminement de djihadistes en Irak. Et son frère, Mohamed Merah, 24 ans, qui présente un profil différent puisqu'il s'agit d'un délinquant de droit commun qui, au cours de sa minorité, avait été condamné à 15 reprises par le tribunal pour enfants de Toulouse et qui est ensuite apparu comme présentant ce qu'on pourrait qualifier de profil d'autoradicalisation salafiste atypique. La police enquête aussi sur le scooter du meurtrier. Un concessionnaire va jouer un rôle essentiel. Le lendemain de la tuerie de l'école, il se souvient d'une étrange conversation avec Mohamed Merah, un client qu'il connaît déjà. En venant nous voir, il s'est grillé, je veux dire, et pour un point de détail. Ce détail, c'est un tracker, une puce qui permet de localiser le 2 roues en cas de vol, à l'aide d'un petit boîtier. De dire j'ai l'intention de reprendre mon scooter, etc. Donc en démontant telle pièce, j'ai vu qu'il y avait un boîtier qui était là. Donc je pense que c'est le tracker. Est-ce que le tracker on peut le démonter? Est-ce qu'il a une autonomie personnelle? Ce genre de choses. C'est-à-dire des questions malgré tout techniques où bon, on n'y répond pas parce qu'effectivement on peut estimer que derrière ce genre de questions il y a peut-être une volonté d'utiliser en tout cas nos renseignements. Ce détail-là qui est revenu en surface et on en a discuté avec les forces de la police judiciaire mardi matin. Et du coup, vous avez pu leur donner des éléments parce que c'est un client que vous connaissiez? On a pu leur donner, oui, les éléments jusqu'au nom. Le concessionnaire a prévenu les policiers. Le jour même, Mohamed Merah est repéré à la fenêtre de son appartement. La police attend qu'il sorte en vain. Une réunion se tient alors en urgence mardi soir, aux alentours de 22 h, et à 23h30 est prise la décision d'interpeller au cours de la nuit qui va suivre Madame Aziri, ses 2 fils, Mohamed et Abdelkader. En fait d'arrestation, c'est un siège qui commence, un siège de 32 heures. Le jeune homme était-il isolé? Existe-t-il un foyer islamiste à Toulouse? Et de quelle ampleur? Nous avons rencontré un père de famille désespéré. Nous l'appellerons Philippe. Son fils de 26 ans vit à Toulouse. Il y a 3 ans, c'est là-bas qu'il s'est converti à l'islam, dans sa version la plus radicale. Hier matin, les services de renseignement l'ont appelé pour l'informer que son fils serait interrogé dans le cadre de l'enquête sur les meurtres. Ces jours de traque, il les a vécus dans l'angoisse. Jusqu'à la révélation du nom de Merah, Philippe a même soupçonné son fils. On a eu une crainte par rapport au meurtre qui s'est passé dans la communauté juive à Toulouse, que ce soit lui le terroriste. En peu de temps, les propos de son fils se sont radicalisés.
Il a rencontré à Toulouse, dans le centre de formation professionnelle pour adultes, des musulmans. Ils l'ont pris, ils l'ont orienté dans des idées nouvelles. Il avait des propos très durs face aux Juifs, face aux attentats de 2001. Il a dit de toute façon les Juifs, il faudra les exterminer. C'est ce qu'il a appris à Toulouse, oui. Un jour, il a dit, si je dois mourir, je mourrai et je me dévouerai à Allah. Il est prêt à se faire tuer pour son Dieu. Et nous, on n'a plus de fils. On n'a plus de fils. On ne peut pas le raisonner. On essaie de discuter avec lui posément, calmement, comme un père parle à son fils. Non, on n'a pas pu le raisonner. On ne peut pas raisonner un fils qui est endoctriné dans une mouvance extrémiste. Philippe a multiplié les courriers aux autorités. Dans cette lettre adressée au garde des Sceaux en juillet 2010, il s'inquiétait d'un projet de voyage de son fils à l'étranger. Dans mon courrier, je lui ai fait part quand même que notre fils parlait d'un voyage en Syrie. Pour nous, il était en danger. Et c'est à ce moment-là que les autorités se sont réveillées. Et alors le dossier a été pris par la DSCRI dès que nous avons été inquiétés par son changement de religion. Et chaque fois qu'ils ont pu nous tenir informés, ils nous ont donné l'avancée du dossier pour essayer de comprendre comment était notre fils dans la mouvance. Depuis une semaine, il n'arrive plus à joindre son fils. Ce jeune converti a peut-être croisé la route de Mohamed Merah dans ces faubourgs de Toulouse. La quête de nouveaux éléments pour comprendre la folie meurtrière du jeune homme de 23 ans est loin d'être terminée. Merah, mort pendant l'assaut final, emporte sans doute avec lui quelques secrets.